Salut à tous. Oh putain, le Murphy est blindé. C'est pas comme l'an dernier. Salut à tous, donc moi je suis Eric Boulawen. Je suis en GI4 actuellement et je vais vous parler de Django as Framework. À la base, je voulais vraiment juste vous parler de Django as Framework, donc, qui est un framework qui va vous permettre de faire facilement du REST en Django, qui est lui-même un framework web. Mais comme il y a pas mal de monde qui ne connaît pas trop Django, je vais commencer par une introduction à Django. Ensuite, je vais présenter les principales fonctionnalités de Django as Framework. Donc quelques petites définitions pour commencer. Donc Django, c'est un framework web codé en Python qui va vous permettre de connecter une application Python que vous allez coder vous-même à votre serveur web, donc Apache, Nginx. Et une API, qu'est-ce que c'est? C'est une Application Programming Interface, c'est-à-dire que c'est une interface que vous allez laisser, alors généralement en web, pour permettre à d'autres gens de se connecter à votre programme, de se connecter à votre serveur pour interagir avec. Dernière petite définition, donc REST. Donc REST, c'est une façon spécifique de concevoir des API qui sont utilisées en web, où vous allez interagir spécifiquement à des objets, donc généralement les objets de la base de données. Vous allez dire ok, je veux récupérer tel objet, ok, je veux créer un objet, je veux un objet qui soit. On utilise pour ça les méthodes HTTP, par exemple les méthodes get, les méthodes put, les méthodes post, les méthodes patch. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on utiliserait une API plutôt qu'une architecture classique? Alors, à savoir, je l'ai vu dans la slide, mais que les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez à la fois concevoir une architecture classique en MVC par exemple, et y rajouter une API. Mais aujourd'hui, on note de plus en plus que des sites conçoivent leur architecture serveur purement avec des API. Alors pourquoi ça? Avant, on était dans une mentalité assez MVC. On se reçoit un site où la route va aller directement interroger le serveur et ensuite on nous ressort une template qui est générée à partir des données qui sont sur le serveur. Aujourd'hui, avec la multitude des devices qui permettent de se connecter à un serveur, donc par exemple les clients mobiles, les clients web, les clients desktop, on va généralement séparer le développement de la web app du serveur. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt privilégier les API et concevoir des gros serveurs d'API avec des web apps qu'on va développer séparément. Maintenant, développer une API, ça demande énormément de temps, ça demande de gérer énormément de choses, surtout dans une API REST avec des protocoles particuliers. Vous allez devoir gérer, vous allez devoir gérer plusieurs types de méthodes différentes, vous allez devoir gérer les différents types d'erreurs, différents types de sécurité à avoir. Heureusement pour ça, donc, il existe des outils techniques comme Django as Framework qui vont permettre d'accélérer ça et de rendre plus simple. Et donc, comme précisé, je vais commencer par vous montrer un petit projet Django et ensuite je vais vous présenter Django as Framework. Donc Django, c'est quelque chose qui s'installe avec pip. Donc pour ceux qui utilisent Python, ça rappellera des choses à quelqu'un. Vous avez juste à lancer pip install Django. Django s'installe tout seul sur votre machine. Vous lancez une commande et votre répertoire se crée. Django utilise par défaut une architecture de répertoire ainsi qui vous permet de facilement se lancer à l'attaque. Alors ici vous avez le settings.py, vous avez le fichier, vous allez avoir tous les paramètres, vous allez avoir le fichier avec les URL, vous allez relier tous les URL possibles que l'utilisateur va taper en se connectant à votre serveur à des routes, c'est-à-dire des fonctions qu'il va appeler. Vous avez le fichier wgi.py qui est juste un ajout de connexion avec le serveur Apache. Et un fichier qui s'appelle match.py, vous allez pouvoir gérer entièrement votre serveur web avec de ce fichier. Ensuite, un projet de Django, ça va être séparé en plusieurs applications. Donc par exemple, pour le site de l'UTC, on pourrait imaginer une application juste visualisation, donc le site vitrine de l'UTC, et une autre application ONT, pardon, pour que les étudiants puissent se connecter. Chaque application va contenir ses modèles. Donc les modèles, ça va être l'équivalent des bases de données. Les tests unitaires que vous allez créer pour votre application, les vues que vous allez créer pour votre application, et les migrations de la base de données. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les tables de votre base de données, vous n'allez pas écrire directement le code SQL, vous allez écrire des modèles, c'est-à-dire des objets Python qui représentent ces tables. Vous allez dire à Python, ok, j'ai créé mes objets, maintenant convertis-les-moi en base de données, vous créez ces migrations, après il ne reste juste plus qu'à les appliquer. Voilà, donc ici on a créé une application de base, je vais vous la montrer. Vous avez juste ici une fonction de vue qui vous envoie une réponse HTTP. Vous la créez l'URL qui va avec, ensuite vous l'appelez et ça va ressortir la vue en question. Donc ici on a notre serveur. Donc ici lorsqu'on appelle accueil, et retourner à l'eau. Voilà, pareil ensuite on crée notre premier modèle. Donc on crée ici dans notre fichier modèle.py la classe modèle, la classe message qui hérite de modèle. Donc ici la classe message ça va juste être un message avec un contenu, un auteur. On crée la migration, on l'applique et le modèle est disponible dans la base de données. Ensuite, donc, on a envie d'utiliser Django as Framework pour créer une API pour interagir avec ce modèle.
Alors le code se complique un tout petit peu, mais en gros on va créer un endpoint ici, c'est-à-dire une classe d'objets qui va représenter l'interaction entre le modèle et des vues. On va l'importer dans la liste des vues. Et une fois que c'est fait, c'est parti. Je vais vous montrer un peu. Voilà, alors je suis passé sur ce qu'il fallait. Je vais essayer dans Postman de récupérer tous les messages. Et ici, je récupère tous les messages qui sont enregistrés dans la base de données. Pareil, je peux en poster. Je vais poster un message ici. Donc dans le corps de mon message, je mets contenu coucou la Terre, et l'auteur est Walawen. J'envoie. Il me répond OK, il l'a enregistré. Donc, je vous ai pas montré quelque chose juste ici. Ici, lorsqu'on crée notre endpoint, on va également attribuer une classe de serializer. Donc le serializer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va être un objet qui va représenter l'interaction entre votre objet écrit en string et votre objet enregistré dans la base de données. Du coup, vous allez, au lieu de devoir écrire des fonctions, vous allez prendre votre objet, vous allez dire OK, je vais le convertir en format JSON, je l'écris de cette façon. Vous allez prendre le serializer, il va faire automatiquement la conversion. Un autre avantage d'utiliser des objets comme ça, lorsqu'on utilise Django REST Framework, c'est que c'est lui qui va gérer toutes les erreurs si jamais on lui donne un mauvais input. Par exemple, si jamais je donne pas le bon, j'oublie une valeur en envoyant mon objet, Django REST Framework va tout de suite le trouver et il va m'envoyer une erreur 400, ce qui correspond au standard HTTP. Je vous montre un exemple. Si jamais par exemple j'enlève le contenu lorsque je l'envoie, il va tout de suite me dire que le contenu, qu'il manque un field dans ma requête. Comme ça permet de faire du debugging beaucoup plus facilement. Voilà, suite à ça, ensuite, tous ces endpoints qu'on a créés, on va pouvoir les optimiser en rajoutant par exemple du filtrage, qui vous permettre de filtrer, par exemple si jamais il n'y a pas de champ hauteur, on va arrêter la requête. Ou bien par exemple, au contraire, si jamais il y a un champ hauteur, on va filtrer la requête et sinon on ne va pas la filtrer. Donc ici, on est encore sur notre API, je vais passer sur la branche de filtrage. Je vais mettre un auteur en particulier, donc en l'occurrence je vais mettre Walawen parce que c'est moi. Si je mets Eric, il va me retourner. Par contre, si je ne mets pas d'auteur, il va retourner la liste. On peut faire la même chose avec de la pagination. Du coup, il va paginer tous nos résultats. Si par exemple, on veut limiter le nombre de résultats que le serveur envoie, par exemple, si on ne veut pas en envoyer plus de 1000, voilà, ici il va nous renvoyer le résultat, il va nous renvoyer le nombre de messages qu'il nous renvoie, nous dire si on a encore à choper ou pas. Voilà, alors je finis le talk un peu plus tôt que prévu, donc d'un autre côté tant mieux pour les suivants. Du coup, à part ça, les fonctionnalités que je ne vous ai pas présentées et dont j'aurais pu parler, c'est le système d'authentification de permission. À chaque endpoint, donc, par exemple, si je veux que les messages ne soient que accessibles aux utilisateurs qui sont authentifiés, je vais juste rajouter un attribut dans la fonction de l'endpoint qui va me dire OK, je veux que tu restreignes ça aux utilisateurs authentifiés. On peut rajouter des systèmes de cache à l'API. On peut rajouter des gestions des routes simples. Si jamais on ne veut pas faire un endpoint, on veut juste faire une vue, mais qu'on veut le faire au format JSON, Django REST Framework permet de simplifier ça, avec notamment la gestion du format du rendu, les méthodes, les codes HTTP qu'il faut. Il permet également d'améliorer le système de test unitaire de Django. Alors pour moi, ce qui est la meilleure partie de Django REST Framework, c'est que le code source est assez modulaire et reconfigurable. C'est-à-dire que même si vous voulez faire une API, mais pas du tout REST, que vous voulez juste créer une API qui puisse facilement vous retourner des résultats dans le format qu'il faut, avec les codes d'erreur qu'il faut et avec la gestion qu'il faut, Django, vous pouvez juste prendre les parties qui vous intéressent dans Django REST Framework, et il le fera très bien pour vous. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous encourage à utiliser ça. Ou en tout cas, même si vous utilisez un autre langage, un autre framework web, à utiliser des bons outils pour construire vos API.
donc je suis pas très bon. Désolé. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix à passer par ce framework-là? Par rapport à d'autres frameworks ou par rapport au langage? En l'occurrence, Django Rest j'ai dû faire ça en salle, donc c'est pour ça que je voulais montrer ça. Mais je pense que pour tous les langages, il y a des frameworks comme ça. Il y en a pareil en Rails, en Node, c'est vrai qu'il y a du coup il y a Express, mais si je le connais pas très bien. Voilà. Okay. Je peux peut-être répondre à ta question. Dans Express, tu ne crées pas de modèle. Avec Django REST, comme on a vu, on peut créer un modèle, le vérifier, etc. Tandis qu'avec Express, le but du jeu, donc là c'est en Node, ça n'a rien à voir, c'est pas vraiment prévu pour créer une API, c'est pour simplifier le développement web en général avec Node. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une API très simplement, effectivement, mais tu n'auras pas toute la partie qui fait de la sérialisation, qui crée ton modèle, etc. Donc effectivement, si tu fais une API en Node, tu peux utiliser Express, mais tu es beaucoup plus bas niveau, j'ai envie de dire, si tu me comprends, que Django REST qui va te créer un tas de trucs. Voilà. Pour résumer, c'est plus spécifique. C'est ça, si tu fais une API, c'est vraiment... En tout cas, si tu dois trouver une alternative à Node.js, une alternative à Django REST écrit en Node, Express, c'est pas la même chose. Il y a un autre module qui fait ça, j'ai oublié le nom, mais c'est pas tout à fait pareil. Tu peux l'utiliser, c'est vraiment pour le développement web, comme je l'ai dit, mais c'est pas spécifique pour l'API. Voilà. Vas-y, dis-moi Antoine. À un moment, tu utilises quelque chose, Postman. Ouais, alors j'utilise Postman pour faire mes appels à l'API. Et est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que ça fait? C'est génial. Alors Postman, c'est un peu curl avec une interface graphique. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des appels HTTP avec tous les headers que tu veux. Tu peux mettre tout le corps que tu veux. Attends, je te récupère ça. En gros, tu vas pouvoir mettre tout le corps que tu veux. C'est génial si tu veux tester les API. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre tous les headers que tu veux, tout le corps que tu veux, tu peux rajouter des tests. Après, tu peux automatiser par exemple tes tests d'API. Imagine, tu crées une API et tu as envie de vérifier qu'elle suit tout le temps le même comportement. Dans Postman, tu vas pouvoir lui donner des directives pour qu'il suive tout le temps le même comportement et qu'il te prévienne si l'API arrête de fonctionner comme correctement. Voilà. C'est ça, tu peux créer des scripts. Ouais. Je conseille plutôt les tests unitaires, mais ça peut se révéler utile.